Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte, une édition spéciale. Aujourd'hui, nous avons un projet important dont nous allons parler, mais bien avant, j'aimerais dire bonjour à Mona. Bonjour Mona. Bonjour Maha, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien oui, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a vraiment un lien très étroit avec l'économie égyptienne, puisqu'on a vu en retransmission en direct il y a quelques minutes, le président Abdel Fattah el-Sisi inaugurera aujourd'hui un grand projet agricole en Égypte. Il s'agit de la bonification de 1,5 million ou 1,5 million fedans, et cela à Farafra. Et Farafra, bien sûr, se trouve au centre, au milieu du désert égyptien. Et afin de mieux parler de ce sujet, d'un tel projet, ainsi que d'autres points importants qui relient l'économie à la politique, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Cherif Eddemerdesh, analyste politique. Bienvenue à notre programme, Dr Cherif. Bonjour. Docteur Cherif Eddemerdesh, bonjour. Docteur Cherif Eddemerdesh, ce projet de bonification d'1,5 million de fedans fait partie de ce groupe de projets ou de ce grand nombre de projets dont nous allons profiter. Il y a beaucoup d'enthousiasme en Égypte et tout le monde a vraiment la volonté d'aller de l'avant. On aimerait parler un petit peu de la structure de ce projet, identifier ce projet et le faire connaître aux gens. Ce projet-là, disons, il est considéré parmi les grands méga-projets que le président Sisi il a déclaré durant ses discours présidentiels. Il s'agit de 3 phases. Cette phase aujourd'hui qui s'agit de 500 000 fedans. Ça, ces 500 000 fedans-là, ils sont supposés qu'ils ont été bien étudiés et que l'eau potable nécessaire à la bonification de ces 500 000 fedans, l'eau potable est disponible actuellement. Ils ont commencé par creuser des puits souterrains, c'est-à-dire à peu près 4000 puits souterrains. Ça, c'est la première phase. Aujourd'hui, l'inauguration, il s'agit de 10 000 fedans à Farafra, qui sont, disons, sont supposés d'être, disons, distribués pour les jeunes, ces 10 000 fedans. Ça, c'est une partie des 500 000 fedans, 1,5 million de fedans. La phase suivante, c'est, ce n'est pas, les études, ils ne sont pas finis, mais ils sont, disons, la disponibilité de l'eau potable est prometteuse. Il s'agit de 490 000 fedans. Puis la dernière phase, ce n'est pas fini encore, c'est-à-dire la présence de la disponibilité de l'eau potable est discutable. Il s'agit de 610 000 fedans. Si vous ajoutez, faites l'addition, c'est-à-dire il s'agit d'à peu près 1 million. Ça, c'est en général le projet. Et il faut tenir compte que dans les 50 dernières années, l'Égypte a ajouté pour ces terrains, disons, cultivables, 3 millions de fedans. C'est-à-dire quand on parle de 1,5 million de fedans dans une période de 3, 4, 5 années, par exemple, comparé à 3 millions, c'est-à-dire c'est la moitié qui a été effectuée en 50 années. Alors, vous voyez l'importance. Il s'agit là d'augmenter la superficie cultivable par 20%, c'est-à-dire de 8 millions de fedans, pour aboutir à un chiffre de 9,5 millions de fedans. Et la superficie habitée, ou habitable ou peuplée en Égypte, il s'agit de l'augmenter de 7% actuellement, avec ce projet-là, à 9%. Alors, ce projet-là, il ne s'agit pas simplement d'ajouter une superficie de terrain cultivable, non, mais il doit subvenir à nos besoins agricoles, c'est-à-dire il doit avoir un effet sur l'importation de produits agricoles, il doit fournir des opportunités de travail pour lutter contre le chômage,
On parle au moins, c'est-à-dire entre 1,5 million de nouveaux emplois, à peu près. Et il s'agit aussi que c'est une création de nouvelles communautés intégrées, c'est-à-dire c'est pas simplement l'agriculture, mais cette étape-là de 10 000 FEDAN que le président Sisi inaugurera aujourd'hui. Il s'agit aussi de 2500 unités de domicile, d'habitat pour les jeunes, c'est-à-dire la classe économique. C'est-à-dire c'est un projet complet. Il y aura aujourd'hui inaugurera une plante de production solaire d'énergie, une plante d'eau potable. C'est-à-dire c'est une communauté, nouvelle communauté qui couvre tous les aspects de la vie des citoyens. Alors ça c'est une autre chose. Bien sûr, c'est une addition aux efforts aujourd'hui que l'Égypte essaye d'avoir des locomotives, des projets locomotives de développement qui peuvent, disons, tirer l'économie égyptienne en avant. Alors, docteur Eddemirdash, bien sûr, c'est un projet qui s'avère très ambitieux, très important pour l'économie égyptienne. Mais quand même, on peut entendre quelques critiques qui disent ce n'est pas la première fois qu'on lance un projet pareil avec vraiment des potentiels pour l'avenir. Il y avait par exemple le projet de Halaib et Chalatine qui a piétiné un peu d'autres projets de bonification de terrain ou de créer des agglomérations au sein du désert. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a de différent qui peut garantir la réussite et également l'attraction des jeunes pour quitter les villes et aller s'installer dans ces endroits qui méritent et qui vraiment nécessitent un grand travail pour voir les résultats et les fruits du projet? Bien, il y a le devoir du gouvernement, ça c'est un. Il y a d'autres parties concernées, mais parlons d'abord du gouvernement. C'est-à-dire il faut profiter des leçons qu'on a appris à travers les projets précédents qui n'ont pas, disons, concrétisé les résultats désirés. C'est-à-dire, par exemple, sur le point de législation, ce qui se passait en avant, que les gens, ils achetaient les terrains, puis ces terrains-là, ils les frigorifient, puis sont revendus pour simplement acquérir des gains financiers. Alors, et les terrains là qui ont été, disons, distribués pour des raisons agricoles, ils n'ont jamais été utilisés dans ce but-là. Ils sont tous transformés pour des logements, des terrains qui ont été vendus pour faire quoi que ce soit, des villages touristiques ou bien des projets de housing, c'est-à-dire les maisons, tout ça. Alors, il faut avoir, premièrement, la première leçon, c'est la législation qui assure que ces terrains-là vont être, disons, utilisés dans le but dont le gouvernement l'a distribué. Ça, c'est un. Deuxièmement, bien sûr, l'infrastructure. C'est-à-dire, quand vous parlez de possibilités de bonification, vous parlez de l'eau. Oui. OK. Alors là, aujourd'hui, est-ce que le gouvernement est-il sérieux? Parce que ce projet-là, il dépend en 88% sur les nappes souterraines. Ce n'est pas l'eau du Nil. Hein. Il est simplement dans une partie de 12%. Il s'agit à l'Ismaïlia, de Terre Salam. Là, simplement, il s'agit de l'eau du Nil. Mais 88% de ce projet dépend sur l'eau des puits. Alors, pour notre connaissance, pour creuser un puits de 150 mètres de profondeur, si l'eau existe dans cette profondeur, le coût c'est de 300 000 livres égyptiens. Pour 300 000, hein, pour creuser un puits de, disons, 1500 ou 1000 mètres, qui dépasse les 1000 mètres, ça coûte 3 millions de livres égyptiens, un seul puits.
un seul puits. Alors, le deuxième, disons, élément essentiel, c'est la disponibilité de l'eau. Alors, il y a des compagnies internationales qui sont, le gouvernement, il parle avec des compagnies de l'Émirat, avec des compagnies chinoises, qui sont intéressées à forer ces puits-là. Pourquoi ils sont intéressés? Parce que toutes les compagnies qui creusent ces puits, c'était des compagnies qui travaillent dans le Golfe, dans le pétrole. Actuellement, avec les coûts de pétrole, le prix de vente qui a baissé, toutes ces compagnies-là, ils sont en chômage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la motivation de chercher de nouvelles gisements de pétrole. Alors, tous leurs instruments, ils ne travaillent pas. Alors, ces compagnies-là, ils sont disponibles pour venir en Égypte avec disons, des prix qui ne sont pas exorbitants, des prix très modérés, pour participer à creuser 5000 puits souterrains dans cette phase. Alors là, on parle de la disponibilité de l'eau potable. Alors, on voit que le gouvernement est sérieux cette fois-ci, c'est-à-dire... Troisièmement, le gouvernement, il a, disons, établi une compagnie qui s'appelle le paysage égyptien, Rif El Masri, qui est sous la loi d'investissement et qui a tous les représentants du ministère de logement, de l'agriculture et de l'irrigation. Cette compagnie-là, c'est elle qui gère ce grand projet. Alors, il y a maintenant une organisation qui s'occupe spécifiquement de la gérance de ce projet. Alors, ça, c'est un élément aussi de sérieuxité. Quatrièmement, je parle maintenant, tout ce que je parle, c'est le rôle ou le devoir du gouvernement. Et vous voyez aujourd'hui le gouvernement avec son grand network d'autoroutes et de moyens de transport, c'est-à-dire il a effectué déjà 3200 km. Cette année-ci, il va ajouter 1600 km de routes et d'autoroutes. Et ça, c'est indispensable, c'est-à-dire on ne peut pas avoir des nouvelles communautés sans avoir la transportation, que ce soit pour transporter les habitants, que ce soit pour transporter les marchandises, les besoins, tout ce qu'on a besoin pour, disons, faire opérer ce grand projet. Alors, vous avez là les autoroutes, les routes, j'ai parlé de l'eau potable, les projets d'électricité, c'est-à-dire renouvelables et propres, c'est-à-dire les stations solaires pour générer l'électricité, c'est-à-dire les projets de générer l'électricité, c'est selon disons, pas les traditionnels, mais non, c'est ce qu'on appelle l'énergie renouvelable ou l'énergie propre. Alors, là aussi, le gouvernement, il a pris des pas sérieux avec des législations qui permettent d'installer ces stations d'électricité-là. Alors, on parle aujourd'hui que le gouvernement, il a fait son devoir sur le point d'infrastructure, sur le point de législation qui protège l'intérêt de l'investisseur, qui protège les droits du pays, c'est-à-dire ces terrains ne vont pas être utilisés disons, pour faire de l'argent en achetant et vendant les terrains. Alors le gouvernement, il fait son devoir, mais il s'agit aussi de la volonté des investisseurs, surtout les investisseurs égyptiens. Ils doivent être courageux, ils doivent être déterminés et participer dans le financement de ces grands projets. Il dépend aussi, comme vous venez de citer, de la volonté de la jeunesse
qui doivent changer cette vision de s'installer au centre, disons, de la vallée du Nil, le Caire, je ne sais pas quoi, ces endroits étouffés de population. C'est-à-dire la culture doit changer, la jeunesse doit bouger où il y a des possibilités de travail, mais aussi, bien sûr, il y a d'avoir le logement convenable, les facilités, les écoles, les hôpitaux, tout ça. Ça, c'est le devoir du gouvernement. Mais aussi, il doit y avoir une nouvelle culture chez la jeunesse égyptienne. C'est pas d'être attaché la rue prochaine de son père, de sa mère. Hein. Cette histoire-là, c'est une culture qui n'est pas convenable pour notre situation, que ce soit économique, que ce soit même sociologique. Il doit y avoir un changement dans la mentalité égyptienne, c'est-à-dire chacun a son rôle, chacun a son le gouvernement, la jeunesse, les investisseurs, tout ce que... À votre avis, pourquoi est-ce que c'est dans cette région de l'Farafra que ce projet, que l'emplacement a été choisi pour la tenue de ce projet? Deux raisons. La première raison, c'est que les nappes souterraines, d'eau souterraine, ils sont là-bas, ils existent, ils ont été étudiés, ils sont disponibles, ils sont, disons, suffisantes pour l'irrigation, par employant bien sûr le système pivot d'irrigation. Ce n'est pas le système de submerger l'eau, non, non, c'est-à-dire les nouveaux procédures d'irrigation à pivot. Alors l'eau est disponible, l'eau souterraine est disponible, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que cette terre-là, elle est une terre fertile, elle est très, disons, disponible pour cultiver le blé et le maïs jaune. C'est-à-dire le genre de terre qui est là-bas est tout à fait convenable pour ce genre de culture stratégique, c'est-à-dire le maïs jaune et le blé. Alors, la terre est disons, favorable, et il y a les nappes souterraines d'eau potable. Alors ça, c'est deux conditions qui ont été la raison pour commencer avec cette région. C'est-à-dire, c'est une parmi quelques régions qui ont été choisies, mais c'est la région de Farafra, la nouvelle vallée là, et vous savez que le Nil, l'ancien Nil, il trafiquait, il y a des fossiles qui disent que le Nil, il traversait ce côté du désert de Siwa et tout ça. Alors, la présence de l'eau, c'est historique dans cette zone-là. Oui. Et pour ce projet ou le début de ce projet, selon vous, quand est-ce que les résultats peuvent voir la lumière? Quand est-ce que vraiment on va sentir... 3 à 5 ans. De 3 à 5 ans. Ouais. De travail acharné afin de travail sérieux. Hein? Oui. C'est-à-dire, on n'a pas le luxe du travail, comme on dit, médiocre actuellement. On n'a plus de ce choix-là. Le seul choix qui nous reste, c'est le travail acharné. Oui. Alors, ce sont des projets à long terme ou non. Oui, à moyen terme. Moyen terme. D'accord. À moyen terme ou à long terme qui sont lancés, c'est-à-dire les projets de développement durable en Égypte. Ce sont des projets pareils. Bien sûr, ça peut garantir un avenir beaucoup plus sécurisé pour l'Égypte, mais quand même, selon vous, quels sont les projets, en terminant l'année 2015 actuellement, quels sont les projets qui ont été lancés au cours de cette année et qui vraiment aideront les Égyptiens à voir l'amélioration économique dans l'année prochaine, par exemple? Selon vous, qu'est-ce qui se trouve actuellement sur table? Bien sûr, le projet du nouveau canal, mais pas dans le rétrospect d'un nouveau canal, mais qui fait partie d'un grand projet, c'est le développement de l'axe de canal de Suez. Alors, si on regarde ce projet de ce point de vue,
que c'est l'inauguration d'une zone qui est très importante à l'industrie du transport maritime, alors là, c'est un projet gigantesque. Et vous avez des zones, tout ce qu'il faut pour avoir une zone économique qui a tous les logistiques qui sert l'industrie du transport maritime. C'est-à-dire, ça, c'est le plus grand projet de l'année 2015. De mon point de vue aussi, un projet très important, c'est les routes, la construction de... C'est-à-dire, ils ont achevé 3200 km de routes. Ça, c'est très important. On voit partout ce changement qui affecte, bien sûr, la vie des Égyptiens, parce que le transport, c'est très essentiel, même si on n'accorde pas une importance, de notre point de vue superficiel, une importance économique à ces routes-là, mais c'est c'est les vaisseaux de la commerce. On ne peut pas avoir de l'industrie, du développement, sans une infrastructure complète de routes et de transport. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, bien sûr, on parle sur l'échelon économique simplement. On ne parle pas politique. Hein. On parle, par exemple, de la découverte de ce champ naturel à l'est de la Méditerranée. Ça, c'est une, disons... Ça peut changer toute la carte de l'énergie et du pouvoir dans la région. Bien sûr. Le problème, c'est que les Égyptiens, et ils ont raison, ils cherchent des résultats imminents, c'est-à-dire, ils veulent voir quelque chose très vite. Oui. Je ne leur blâme pas, mais c'est très difficile de voir quelque chose si vite dans des circonstances pareilles. C'est-à-dire, pour être, disons, pour être juste, on ne peut pas attendre à quelqu'un de remédier à tous les torts dans un an et demi. De mon point de vue, des torts qui ont duré, pas simplement 30 ans, hein. Non, non, de mon point de vue, ils ont duré 60 ans. Vous avez mentionné les aspects négatifs ou l'endommagement, comme vous l'avez décrit, les torts d'il y a 60 ans. Parmi ces problématiques, et comme l'a mentionné Mona, il y avait plusieurs projets qui n'ont pas continué. Et j'aimerais y rajouter le projet de Toshke, par exemple. Donc, c'était des projets très ambitieux et du coup, ils se sont arrêtés après avoir dépensé énormément d'argent. À votre avis, est-ce qu'il y a vraiment une différence cette fois? La volonté politique. Je suis désolée, mais nous devons passer à une retransmission en direct pour présenter directement les étapes de la vidéo